Merci d'être fidèle au programme d'ITV. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans le 1945 à la une de l'actualité. Ousmane Sonko ira répondre à la convocation du doyen des juges demain, jeudi. Le leader du PASTEF, qui reste convaincu que le dossier est vide, invite ses militants et sympathisants à vaquer à leurs occupations. Demain est un jour ordinaire pour lui et il dénonce le déploiement des forces de défense et de sécurité dans toute la capitale. La conférence des leaders de Yewwi Askan Wi dénonce, elle, une tentative de liquidation d'un adversaire politique. Les leaders de l'opposition craignent des manifestations de violence à l'image de ce qui s'est passé à la dernière convocation d'Ousmane Sonko. L'actualité ce 2 novembre, c'est aussi la célébration de la Journée internationale de la fin de l'impunité des crimes commis contre des journalistes. La coordination des associations de presse a profité de cette journée pour faire un diagnostic du secteur. La CAP annonce la tenue d'assises de la presse pour assainir le secteur. En fin d'édition, vous aurez la rubrique découverte. La paroisse Saint-François d'Assise d'Elana est notre découverte de ce soir. Elle a été construite en 1947 dans la basse Casamance. Voilà pour les titres. Tout de suite, le développement. Bienvenue à toutes et à tous et merci de vous informer sur ITV. Je vous l'annonçais dans les titres. Ousmane Sonko confirme sa présence à l'audition de demain avec le juge dans l'affaire l'opposant à la masseuse Adji Sarr, le leader du PASTEF qui reste convaincu que le dossier est vide, appelle ses militants et sympathisants à ne pas se déplacer. Il déplore cependant le déploiement des forces de défense et de sécurité dans la capitale et selon lui, c'est une tentative d'intimidation. Voici Ousmane Sonko. Je rassure tout le monde. C'est un dossier le plus ordinaire possible. C'est une procédure la plus ordinaire possible et qui s'insère dans le cadre de l'instruction d'un dossier totalement vide. Et demain donc, j'irai répondre tranquillement. Et je rappellerai aux Sénégalais et à tous ceux qui suivent à travers le monde que je n'ai jamais refusé d'aller répondre à la justice. La première fois qu'une convocation m'avait été remise, j'étais encore revêtu de mon immunité parlementaire. Et vous savez très bien que la loi est très claire. Aucun député ne peut être poursuivi, entendu ou emprisonné durant l'exercice de son mandat et particulièrement en cours de session. La gendarmerie n'avait pas à me convoquer et j'ai refusé de déférer, ce qui avait amené les premiers incidents devant mon domicile. Quand ils se sont ravisés pour aller procéder à la levée de l'immunité parlementaire en violant toutes les normes et qu'une convocation m'avait été notifiée après cela, je suis allé déférer tranquillement à cette convocation qui datait du 3 mars 2021. Ce matin, mon ami et frère Khalifa Sall me rappelait qu'il y a un fétichisme chez ces gens-là autour du chiffre 3. Moi, je ne suis pas un fétichiste, lui non plus. Je ne crois pas à ces histoires-là. Tous les jours sont des jours. Une tentative de liquidation d'un adversaire politique. Voilà comment la conférence des leaders de Yewwi Askan Wi qualifie la convocation du leader du PASTEF en conférence de presse ce mercredi. Les membres de la coalition Yewwi Askan Wi disent redouter que le scénario du mois de mars 2021 se reproduise. Mamadou Dian et Barasso nous font le point. Sans surprise, la conférence des leaders de Yewwi Askan Wi apporte son soutien à Ousmane Sonko par la voix de son président. Yewwi Askan Wi est dans une posture de responsabilité. Nous allons accompagner le président Ousmane Sonko comme nous l'avons fait depuis toujours dans cette épreuve. Et nous sommes prêts à tout assumer et assumer toutes nos responsabilités. Cette convocation découle d'une entreprise de liquidation d'un adversaire politique, d'après les alliés du président du parti PASTEF. À chaque fois qu'il y a une affaire judiciaire qui concerne un homme politique, on sent la main de l'État derrière cette affaire. Et à chaque fois qu'ils ont pris la parole,
ils se sont trahis. C'est Chateaubriand qui disait, avant les révolutions, d'éminents esprits meurent dans l'oubli parce que leur public n'est pas arrivé. Après les révolutions, d'éminents esprits aussi meurent dans l'oubli parce que leur public est parti. Et aujourd'hui, c'est le public de Ousmane Sonko qui est arrivé, il faut qu'il l'accepte. Les discours concordent. Yewwi Askan Wi s'érige en bouclier et donne des assurances. Ousmane Sonko est serein et va assumer toutes ses responsabilités. Mamadou Dieng, la réaction du gouvernement n'a pas tardé. Selon son porte-parole, le leader du PASTEF s'est assagi dans le discours. Abdou Karim Fofana estime que la déclaration du chef de l'État après les événements de mars 2021 en est certainement la raison. Il rappelle cependant que force restera à la loi. Voici Abdou Karim Fofana au micro, au téléphone de Miki Maram Ndiaye. Je note que le leader du parti PASTEF, Ousmane Sonko, testait à la maturité, parce que son discours a radicalement changé. Vous vous rappelez, en mars 2021, c'était mortal combat, c'était le sacrifice, c'était donner nos vies. Aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé pour qu'il ait une attitude ou un discours, en tout cas plus responsable? On ne cherche pas à savoir. Mais ce qui est certain, c'est que je pense qu'il a bien entendu le discours du gouvernement, le discours du président Macky Sall. Ce qui est arrivé en 2021, en mars 2021, n'arrivera plus. Ils ont tenté il n'y a pas longtemps, je pense, il y a quelques mois. Ils n'ont pas pu le réussir. Le discours est discordant puisque Khalifa Sall, lui, d'une façon irresponsable, dit que ça pourrait arriver. Lui, il n'appelle pas à ce que ça se fasse. Il essaie de transformer le débat en poussant le débat sur des questions de gestion, de gouvernance, alors que le débat, c'est la violence dans son mouvement. Ce sont ces gens qui ont été attaqués à Kiki vers Dias. C'est aussi tous ces responsables de Yewwi Askan Wi qui se sont dédits, qui avaient dit un peu partout qu'ils ne feraient pas de cumul de mandat, qui aujourd'hui sont dans une situation où on est maire à Thiès, on est président de groupe, et tout ça qui montre que le mensonge est quelque chose de très présent dans le discours, dans les attitudes, dans la manière de faire. Et concernant la couverture médiatique de cette audition, le président de l'association de la presse en ligne appelle à la retenue et invite les journalistes à respecter les règles du métier. Ibrahima Ali Safaye demande également aux forces de défense de leur faciliter la tâche sur le terrain. Écoutons-le. Nous tenons à lancer un message en direction des forces de sécurité et de défense pour que vraiment qu'elles sachent qu'elles sont sur le terrain pour faire le travail, mais aussi les journalistes sont aussi sur le terrain pour donner la bonne information et qu'elles doivent veiller aussi à la sécurité des journalistes parce qu'ils font partie des citoyens. Et vraiment, nous demandons aux autorités policières et de la gendarmerie de donner des instructions pour que, en tout cas, que les journalistes qui sont munis de leur badge, c'est-à-dire de leur carte nationale de presse, mais également aussi de leur gilet, qu'ils soient protégés au même titre que les autres citoyens, et surtout également aussi qu'elles veillent à leur positionnement sur le terrain. Parce que aussi, si, disons, cette activité est relayée d'une autre manière, ou bien par rapport à la journée d'aujourd'hui qui est la journée mondiale de lutte contre les tortures, également aussi les crimes et lutte contre l'impunité, contre les tortures et l'impunité. C'est pour ça qu'en tout cas nous demandons aux forces de l'ordre de veiller à la sécurité des journalistes, mais aussi que les responsables des rédactions, surtout, envoient des journalistes qui ont leur carte nationale de presse et aussi des gilets, et qu'eux aussi qu'ils restent ensemble, c'est-à-dire l'instinct grégaire, jusqu'à ce qu'en tout cas qu'aucun journaliste ou technicien ne soit brutalisé ou violenté pendant ces activités. Ibrahima Ali Safaye qui s'exprime en marge de la célébration de la journée internationale de la fin de l'impunité des crimes commis contre des journalistes. Et dans le cadre de cette célébration, justement, la coordination des associations de presse a fait le diagnostic du secteur. Plusieurs problématiques ont été soulevées par la CAP, et pour régulariser le secteur de la presse, elle propose des assises dans les mois à venir. Amadou Bari pour plus de détails. À l'issue de 48 heures de conclave tenu le week-end dernier à Toubab Dialaw, les acteurs de la presse réunis ce mercredi à la Maison de la Presse ont révélé avoir identifié les menaces et les contraintes auxquelles
sont confrontées la plupart des entreprises de presse du pays. Nous, acteurs de la presse et membres de la CAP, déplorons les principaux maux dont souffre aujourd'hui la presse sénégalaise. Ce sont les suivants, ces mots donc: la situation précaire des entreprises de presse, les difficiles conditions de travail et de vie des acteurs des médias, la problématique de la gouvernance des médias publics, les attaques répétées contre les journalistes et les techniciens des médias. Affirmant avoir évalué le niveau alarmant de la situation dans laquelle évolue la presse nationale, les membres de cette association regroupant tous les acteurs du secteur appellent l'État à s'impliquer davantage pour trouver des solutions durables. Ces préoccupations concernent la nécessaire régulation du secteur par les autorités publiques, notamment concernant le secteur de l'audiovisuel, l'évaluation et la réforme du Code de la presse 5 ans après son adoption, la mise en niveau du cadre légal et réglementaire du secteur de la presse, le financement adéquat des entreprises de presse publiques comme privées, suivant des modèles économiques pertinents et la mutualisation des moyens dans les médias. Ce diagnostic sans complaisance du paysage médiatique sénégalais pousse les acteurs à envisager des assises de la presse dans les prochains mois. Ces assises vont relever d'une démarche collective et inclusive de toutes les organisations professionnelles des médias pour définir un plan d'action stratégique du secteur de la presse. À travers des réflexions croisées, nous, membres de la CAP, insistons sur l'urgence de la définition d'un plan d'action sur les contraintes du secteur et les solutions pérennes à envisager, la sensibilisation des pouvoirs publics sur la nécessaire augmentation des appuis financiers aux entreprises de presse publiques comme privées. Se voulant la plus inclusive possible, la coordination des associations de presse entend convier à ces assises la société civile, le secteur privé, les cercles religieux, le bailleur de fonds et les organismes de soutien aux médias. Et cette journée internationale est une occasion pour nous ce soir de donner la parole à nos confrères dans les autres rédactions. Ils se sont exprimés sur l'importance et les enjeux de cette journée. Mohamed Khan et Seydina Mbaye se sont rendus dans les rédactions de Sénéweb et 7TV. Des journalistes menacés, des maisons de presse attaquées, les médias sont exposés dans l'exercice de leur travail. Les journalistes sont agressés par les... Absa Anne, reporter à Sénéweb, dénonce les agressions contre les reporters. Les journalistes se sentent généralement en sécurité ici au Sénégal. C'est vrai qu'il y a des exceptions. Les journalistes ne font que leur travail, surtout les reporters. Ceux qui sont tout le temps sur le terrain à la quête de l'information. Et c'est vraiment déplorable de voir aujourd'hui des reporters agressés. Les attaques contre les journalistes sur les réseaux sociaux sont monnaie courante ces dernières années, selon le journaliste Pape Amadoussi de la 7TV. La presse est tout le temps attaquée, surtout sur les réseaux sociaux. Et on ne sait pas pourquoi. Des fois, il y a des gens qui se substituent aux journalistes et qui veulent faire le travail des journalistes, alors que ce n'est pas possible. On a vu l'épisode déjà détourné. C'était vraiment déplorable. Aïda Mernias salue l'initiative de la Convention des jeunes reporters. Avec l'effort qu'a fourni la Convention des jeunes reporters du Sénégal, et dernièrement, ils nous ont donné des gilets qui peuvent quand même nous protéger un tout petit peu, on peut dire. Mais quand même, malgré cela, malgré que ce soit des efforts qu'ils fournissent quand même pour notre sécurité, il va falloir qu'on essaie de renforcer cela. La journaliste a vécu une mésaventure dans l'exercice de son métier. Dernièrement, au mois de juin, il y a un petit incident que j'ai eu avec les forces de l'ordre qui m'ont un peu bousculé. J'ai eu quelques égratignures à côté de l'œil où on a jeté des pierres sur nous. Et là, j'ai crié. La vidéo que je vois actuellement un peu partout depuis lors, je dirais sur les réseaux sociaux. La journée internationale pour mettre fin à l'impunité des crimes contre les journalistes est célébrée ce 2 novembre.
Merci Mohamed Kane. Pour lutter efficacement contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme dans l'espace CEDEAO et en Mauritanie, le groupe intergouvernemental d'action contre le blanchiment d'argent en Afrique de l'Ouest a initié le projet OQUA-M. Le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme constitue une menace pour la sécurité en Afrique des États en Afrique de l'Ouest, selon Edwin Harris Jr., directeur général du GIABA, que je vous propose d'écouter. The National Coordinating Committee is very much crucial and important to our fight against money. La création de ces comités interministériels, comités nationaux de coordination, selon l'appellation dans les différents pays, sont d'une importance capitale dans la lutte contre le blanchiment de capitaux, dans la lutte contre le terrorisme et le financement de la prolifération d'armes de destruction massive. Comme vous le savez, la majeure partie du travail de l'activité qui nous réunit ici repose sur les épaules des cellules de renseignement financier. Donc, la création de ces comités vient appuyer le travail de ces cellules de renseignement financier en matière de coordination et de coopération, d'où le thème de cette rencontre. Ma principale mission ne peut pas être séparée de celle du GIABA. Elle consiste à lutter contre le blanchiment des capitaux, le terrorisme et le financement de la prolifération d'armes de destruction massive. Les membres du projet Voix et Leadership des femmes au Sénégal exigent une plus grande présence féminine dans les instances nationales de prise de décision, surtout avec les enjeux liés à l'exploitation du pétrole et du gaz au Sénégal. Ils l'ont fait savoir lors de la présentation de leur bilan semestriel. Fatou Fall Mbossé, présidente de l'axe centre du projet, s'en explique au micro d'Adamassar et Astombaï. Nous, en tant qu'organisation, nous devons faire en sorte que la base soit informée le plus largement possible. Et pour ça, il faut qu'il y ait la sensibilisation autour, à tous les niveaux, surtout au niveau des communautés. Parce que quand même, la base constitue, avec tout ce que cela comporte, plus de la majorité de la communauté. Donc il faut que celle-ci soit le plus amplement possible informée et aussi pour qu'elle puisse s'attribuer des ressources qui vont ressortir aussi des mines extractives, parce qu'il y a aussi le pétrole, le gaz qui vont venir. Donc il faut que ces femmes puissent savoir comment intégrer les comités de gestion qui vont peut-être être mises en place, surtout par nos gouvernements. Et on voit qu'il y a une faible, très faible représentation. Mais avec les plaidoyers qu'on a eu à faire à Dakar, vraiment, je pense que l'information va être véhiculée au niveau de la base. Et surtout, faire en sorte que les filles qui sont à l'école soient versées dans les matières scientifiques. C'est-à-dire qu'on incite les filles à embrasser les matières scientifiques et non pas laisser ça seulement aux garçons, puisque les filles aussi constituent plus de la majorité de la population ou bien la majorité des jeunes. Passons à présent à notre reportage du soir. La Fédération sénégalaise de football a annoncé la commercialisation des maillots officiels de l'équipe nationale du Sénégal pour la Coupe du Monde au Qatar. 45 000 francs CFA, c'est le montant à débourser pour avoir un maillot authentique de l'équipe nationale, un prix jugé inaccessible par certains Sénégalais rencontrés par Adja Cissé et Barassou. Laïbamba, commerçant en électronique à Westfoire, trouve que le maillot officiel de l'équipe nationale vendu à 45 000 francs est excessif pour les Sénégalais. 45 000, non, c'est trop cher. Moi, j'achète mes maillots à 5 000 ou 6 000 francs, mais 45 000 francs, c'est trop cher. El Hadj Gueye partage cet avis. Notre interlocuteur trouve même inacceptable que la Fédération sénégalaise de football impose un tel prix pour une population avec peu de moyens. Qu'ils baissent leur prix ou qu'ils laissent les commerçants vendre leurs maillots. Ils n'ont qu'à vendre leurs maillots aux riches. Nous, on ne peut pas acheter des maillots à 45 000. C'est trop cher. Le désir pour certains de porter un maillot original s'est effacé à l'annonce de la FSF. C'est le cas de Jean-Pierre Djedjou, vendeur de maillots. Oui, si j'avais les moyens, j'aurais acheté un maillot officiel sans réfléchir, car c'est notre équipe nationale. Elle me tient à cœur.
Mais par rapport à ce que je vis et dois gérer, si je dois prendre un maillot moins cher, je le fais. Le responsable de la boutique, lui, Serine Saliou, préfère vendre ses maillots à des prix abordables pour tous, en dépit de la concurrence. Leurs prix et mes prix ont une grande différence. Eux, ils vendent leurs maillots à 45 000 et moi 15 000. Il y a une différence de 20 000 francs. La Coupe du Monde débute dans une vingtaine de jours. Après la polémique sur l'interdiction des maillots contrefaits, cette fois-ci, c'est le prix des maillots originaux qui divise les sportifs. Direction la Basse-Casamance à la découverte de la paroisse Saint-François d'Assise d'Elana, en plein cœur du Blouf, point de départ du christianisme dans le Blouf en 1947. Assad Ba est dans le Sombo pour nous la faire découvrir. Regardez. Elana, cette localité de l'arrondissement de Tendouk, a accueilli les premiers missionnaires pour l'évangélisation des populations du Blouf. C'est en 1947 qu'ils ont implanté la paroisse Saint-François d'Assise d'Elana, appelée à l'époque paroisse du Blouf, une implantation qui n'était pas du tout repos. Pourquoi? Parce que l'évangélisation a commencé ici il y a 75 ans et ça mérite d'être fêté. À l'occasion d'un jubilé, on fait des bilans, on se rappelle un peu des pionniers, quel travail ils ont eu à faire, dans quelles conditions ils ont eu à travailler. Et on sait que c'est toujours très difficile pour les premiers pionniers qui ont commencé. Mais malgré tout, 75 ans après, il y a des fruits, il y a des résultats. Et ça mérite qu'on fête ça. Depuis 1947, des gens ont travaillé ici. Des gens ont travaillé dans des conditions très difficiles pour implanter l'évangile. Nous avons entendu tout à l'heure que les missionnaires étaient venus, mais ils ont commencé à travailler à Tandouk. Mais là, ils n'ont pas été bien reçus. Ils étaient obligés de rebourser chemin pour mieux se préparer. Comme Nico Wolof Ndiaye dit, c'est ce qu'ils ont fait. Et ils ont reculé pour mieux sauter en revenant implanter cette mission ici, en plein cœur du Blouf, ici à Elana. De 1947 à nos jours, la paroisse Saint-François d'Assise d'Elana est passée par différentes étapes dans sa mission d'évangélisation. La paroisse a été fondée en 1947 par les missionnaires du Saint-Esprit. Ce sont des prêtres qui sont venus d'Europe pour évangéliser cette paroisse. En 1947, c'était le père Victor Boussan qui a vécu seul à Elana. Il a eu à faire des baptêmes dans certains villages du secteur du Blouf. En 1948, il y a eu le premier prêtre du diocèse de Ziguinchor, on l'appelle Laurent Sagna, qui l'a rejoint pour l'aider dans sa mission. Donc à partir de 1949 à 1966, il y avait un bon nombre de prêtres européens de la congrégation du Saint-Esprit qui sont venus, qui étaient là pour les besoins de l'Église, pour les besoins de la foi catholique. En 1971, les prêtres diocésains ont pris le relais pour toujours la même mission d'église jusqu'à nos jours. Cette mission, appelée à l'époque la paroisse du Blouf, couvrait d'Afignam à Thionkesil. Aujourd'hui, elle a donné naissance à 2 paroisses dans ces localités. Pour tous les bienfaits, les merveilles que le Seigneur a accomplis durant ses 75 ans à cette paroisse, qui a donné naissance en 2003 à la paroisse Saint-Thérèse de l'Enfant Jésus d'Afignam et celle de Sainte-Anne de Thionkesil. Donc, c'est la même action de grâce que nous sommes là en train de fêter, les gens sont venus. Après 75 ans d'existence, la paroisse Saint-François d'Assise d'Elana veut faire sa cure de jouvence. Pour cela, les responsables de ce lieu de culte lancent un appel aux bonnes volontés. À ceux qui travaillent dans les agences, dans le gouvernement, s'ils peuvent nous venir en appoint, ce serait bien parce que nos projets sont énormes. Vous voyez l'état dans lequel nous vivons, nous n'avons pas de clôture. Et nous voulons clôturer notre domaine. Nous voulons un grillage ou faire un mur. Nous voulons également réfectionner l'église. Nous voulons également réfectionner le clocher. Nous voulons également réfectionner l'ancien presbytère qui demeure un monument parce que c'était là l'habitation des premiers missionnaires qui ont travaillé ici. L'église a besoin d'être repeinte. On a seulement repeint avec un petit fond la façade devant et arrière qui sont assez détériorées à cause des pluies.
Nous avons le problème du clocher. On n'a pas de clocher pour l'église. On n'a pas de toilettes aussi. On sait ce que sont des toilettes dans une maison ou dans une structure quelconque. Si on a des toilettes, ça va nous aider un peu. C'est ça les perspectives, ce que nous voulons faire comme projet. La paroisse Saint-François d'Assise d'Elana a célébré ses 75 ans d'existence avec un jubilé. Au mois d'octobre, une fête qui a vu la participation de tous les enfants de Saint-François d'Assise, d'ici et d'ailleurs. Et merci à Sanba pour cette belle découverte. C'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. L'information continue sur notre site internet, le www.emedia.sn. On se retrouve demain pour d'autres informations. Bonne soirée.